Et les parlementaires LFI qui ont brandi donc ces pancartes de gamins, d'enfants, d'innocents palestiniens, ils ont raison. Parfois, il faut savoir désobéir au règlement. Et là, un individu d'une violence inouïe me bouscule, donc me frappe au poignet, tente d'arracher mon téléphone, va me répéter 20 fois devant mes enfants d'aller me laver, crie, demande mon adresse pour venir chez moi, ça a été filmé et diffusé. Il répète à plusieurs reprises, on va venir chez toi, parce que je lui dis, mais si j'avais été avec des hommes, vous n'auriez pas eu ce comportement. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu, et on commence tout de suite avec la réponse de Dieudonné à Thierry Ardisson. Ardisson qui, comme vous le savez, subit une pression médiatique incroyable depuis la comparaison qu'il a faite entre Gaza et Auschwitz. Suite à ça, et pris de panique j'imagine, il a demandé pardon dans un communiqué où il évoque l'antisémitisme de Dieudonné, ce qui n'a pas plu à l'humoriste. Dans une sorte d'envolée partisane digne du plus fanatisé des porte-paroles du Hamas, Thierry Ardisson va aller, tenez-vous bien, jusqu'à comparer Gaza au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Il a fait ça, oui. Et pour justifier sa bonne foi, Thierry Ardisson sort la carte Dieudonné. Putain, qu'est-ce que je fous là, Thierry? En 2004, nous dit-il, 10 ans avant Manuel Valls, j'ai viré Dieudonné en direct de Tout le monde en parle parce qu'il rallumait la mèche de l'antisémitisme. Il tente désespérément de s'accrocher à ma petite personne pour justifier d'une lutte contre l'antisémitisme éternel que j'incarnerai moi, alors qu'il en est aujourd'hui le premier pourvoyeur. Moi, je pardonne en tant que chrétien, bien sûr. Pardonne aux vieillards qui auraient dû, à mon avis, invoquer la sénilité, les drogues, les excès, une vie de pute de salon qui fait n'importe quoi. Tu vois, moi, je continue à faire rire les gens, Thierry. Allez, courage, accroche-toi, mais ça va être difficile, là. Au-delà de cette guéguerre entre Ardisson et Dieudonné, ce que je vois surtout, c'est la terreur que font régner les pro-israéliens dans les médias. Parce que quand il s'agit de propos, ou plutôt de bobards concernant les Palestiniens, on ne voit pas la même indignation. Hier encore, alors que tout le monde sait qu'il y a une famine organisée en Palestine, un auditeur d'Hanouna a affirmé à la radio qu'il y aurait des restaurants gastronomiques dans la bande de Gaza. Ça a même choqué Géraldine Maillet, c'est dire. C'est 10 secondes à Michel, après on va devoir faire une pause. Oui. Une seconde, je vous renvoie sur les réseaux sociaux, il y a 2 restaurants à Gaza qui même vous iriez manger là-bas. Oui. Et qui c'est qui va manger là-bas? C'est que les dignitaires qui ont de l'oseille. La population n'a pas le droit de manger là-bas. Elle ne peut pas se permettre. D'accord. Alors qu'on ne nous la joue pas, les pauvres, et tous ceux qui ont pillé et violé et tué les civils qui sont rentrés le 7 octobre, c'est les mêmes qui viennent pleurer maintenant. Non, mais il y a des massacres d'enfants quand même. Merci Michel d'avoir été avec nous en tout cas sur... Parce qu'il n'y a pas eu des enfants décapités, brûlés. Ah non, ça il n'y a pas eu. Merci Michel d'avoir été avec nous sur Europe 1. De rien, Cyril. Je me demande bien où est l'Arcom, mais on va en parler juste après de l'Arcom, et préparez-vous, vous n'allez pas en revenir. Bref, donc on voit bien que le seul discours autorisé dans les médias est celui en faveur d'Israël et contre les Palestiniens. Il n'y a qu'à voir le traitement réservé aux élus de la France Insoumise depuis 1 an et demi sur cette question. Mais moi, je félicite les députés, les parlementaires de la France Insoumise. Je les félicite parce que ils font preuve de courage. C'est un scandale absolu parce qu'on invisibilise donc les victimes palestiniennes. On a l'impression qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité. On parle d'un nombre de morts. Mais enfin, où est l'humanité? Femmes, enfants, vieillards, personnes vulnérables, innocents, civils. Mais pendant combien de temps on va accepter ça? C'est insupportable. Ça nous met hors de soi, je veux dire, à un moment donné. Même Emmanuel Macron, lorsqu'il donne de la voix, enfin, sur le sujet, on voit bien que nous sommes impuissants, que la France ne compte pas. Et il y a une alliance aujourd'hui des extrémistes, de gens dangereux. C'est l'alliance Trump-Netanyahou. On a quelqu'un qui est poursuivi par la Cour pénale internationale, qui a un mandat d'arrêt international, et qui est reçu aux États-Unis en grande pompe, avec une conférence de presse. Mais où va le monde? C'est honteux ce qui est en train de se passer. Oui, il faut s'indigner. Oui, il faut se révolter. Oui, il faut se mettre en colère. Et les parlementaires LFI qui ont brandi donc ces pancartes de gamins, d'enfants, d'innocents palestiniens, ils ont raison. Parfois, il faut savoir désobéir au règlement. On peut penser ce qu'on veut de LFI ou des partis politiques en général. Force est de constater que les insoumis tiennent bon malgré les sanctions, les insultes et les menaces. Et c'est de plus en plus chaud. C'est maintenant des retraités, sûrement lobotomisés à BFM et CNews, qui s'y mettent. Hier, Aymeric Caron a publié une vidéo dans laquelle un retraité lui dit, dans le plus grand des calmes,
qu'il souhaiterait le tuer par pur plaisir. Vous avez vraiment dit, si on pouvait le tuer, celui-là, ce serait bien. Ouais. Vous savez que je pourrais porter plainte contre vous. Ouais, essayez. Non, j'ai une chose à foutre. Appeler à tuer quelqu'un, vous savez, ça a quand même encore un sens, les mots. Oui. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi donc? Que je vous en veux. Je sais pas, dites-moi. Et à votre avis? Je sais pas, moi, je suis pas dans votre tête. Vous êtes parfait. Je suis pas dans votre tête. Heureusement. Alors, vas-y, dites-moi. Pourquoi vous voulez me tuer? Allez, dites-moi. Par plaisir. C'est vrai? Par bonheur. Par joie. Par joie de tuer les gens? Non, c'est intéressant, vous voulez tuer un député, donc pourquoi vous voulez le tuer? Vous êtes député, vous? Eh oui. Non, malheureusement. Bah alors pourquoi vous voulez me tuer alors? Par plaisir, vous avez répondu. Et c'est quoi votre plaisir? Il est retraité. Il a toute sa tête? Il est retraité. Et il a toute sa tête? Oui, apparemment. Donc quand il dit ça, il est conscient de ce qu'il dit? Oui. Il a dit ça comme ça. Il a dit ça comme ça? Non, non, mais c'est quand même très grave de dire à un élu de la nation qu'on veut le tuer. Ouais. Oui, alors si, ça quand même, c'est certain. Alors j'essaye de comprendre la raison. Quelque part. Ah, moi j'appelle à tuer personne. Non, non, mais quelquefois vous êtes violent. Ah bon? Quand? Ouais. Moi j'ai jamais appelé à tuer quiconque. Ah mais non, allez. Non, non. Bonne journée. Essayez de dire exactement la même chose à Meilleur Habib, filmez-vous et publiez la vidéo sur les réseaux. Le programme ensuite pour vous, ça sera 6h du matin, on vient de défoncer votre porte, garde à vue, comparution immédiate, et pendant 1 mois, on parlerait en boucle d'agression antisémite. Mais là, ça passe, parce que c'est Emeric Caron qui dénonce les crimes israéliens. Pendant ce temps, les Meilleurs Habib, Caroline Yadan et surtout Nili Kufer-Naori continuent à déverser leur haine sans jamais être inquiétés. Écoutez ce qu'elle nous a sorti encore hier soir. L'enfer qu'il nous avait proposé de faire sur Gaza, malheureusement, n'a pas eu lieu. Il nous a donné carte blanche et Trump aime la victoire, aime les leaders qui vont jusqu'au bout des choses. Et donc, il avait donné un certain temps à Netanyahou pour faire son action, son opération d'envergure. Or, nous avons encore des réticences. Voilà, là, on commence à reparler, par exemple, de faire rentrer encore des camions humanitaires, même si ça n'est pas par Israël, mais par des sociétés américaines. Elle est malheureuse que l'aide humanitaire pourrait à nouveau entrer à Gaza et que Trump n'ait pas tenu sa promesse de faire vivre un enfer aux Gazaouis. Est-ce qu'on pourrait pas la comparer au pire fasciste? Je vous pose la question. Et c'est pas fini, vous avez pas fini de vomir. Par la suite, on comprend en substance dans son propos que le retour des otages israéliens c'est bien, mais que le vrai objectif c'est de chasser les Gazaouis. La restitution des otages est une condition de base. Ça n'est pas ainsi que l'on règle un conflit. Le conflit doit être réglé lorsqu'il y a une démilitarisation complète de Gaza et que les chefs du Hamas, le Hamas entier d'ailleurs, et certainement une grande partie de la population gazaoui qui soutient le Hamas activement, doit être dégagée de Gaza. Ça n'est que à ces conditions que nous pourrons mettre un terme à cette guerre. On peut lui reconnaître une chose, c'est qu'elle au moins ne se cache pas sous un faux voile d'humanité. Elle dit clairement les choses. Elle n'a absolument pas peur des autorités françaises, parce que je le rappelle, c'est une avocate franco-israélienne. Elle a tellement pas peur qu'elle se donne le droit, et c'est la 2e fois déjà qu'elle le fait, de proférer des espèces de menaces déguisées concernant des attentats qui auraient lieu dans le futur en France. Donc si l'Union européenne voulait faire pression, ça serait normalement sur le Hamas et certainement pas sur Israël qui est en train de mener une guerre juste contre le terrorisme qui va en plus se retourner contre la France parce que la France est bien ancrée. Il y a énormément maintenant d'infiltration de cellules terroristes en France et vous allez voir, et je suis curieuse de savoir comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent. Des propos qui pourraient logiquement tomber sous le coup d'une sanction de l'ARCOM. Eh bien non, et ce sera encore moins le cas après avoir vu ça regarder. L'ARCOM missionne le CRIF. À qui doit-on signaler qu'une décision de l'ARCOM nous paraît inique et partisane? Nous apprenons grâce au Figaro ce matin que l'ARCOM vient de confier le statut de signaleur de confiance au CRIF, le Conseil supérieur des autorités juives de France, ce dont s'est aussitôt réjoui son président. Ce travail de signalement fait partie de l'ADN du CRIF sur l'antisémitisme, le négationnisme et par extension sur toutes les formes de haine que les internautes peuvent être amenés à rencontrer sur les réseaux sociaux. En confiant cette mission à une association religieuse et aux prises de position controversées, en particulier alignées sur la protection du gouvernement d'extrême droite génocidaire d'Israël, l'ARCOM franchit une borne et ouvre une sérieuse brèche dans ce qui lui restait d'impartialité. Pour le CRIF, l'antisionisme est un antisémitisme. Ces prises de position, surtout depuis le 7 octobre 2023, ont constamment évolué quant à la définition de l'antisémitisme et du négationnisme. En confiant à ces militants qui criminalisent plus vite qu'ils ne défendent les journalistes qui tentent d'informer sur Gaza, l'ARCOM manque à la plus élémentaire des sagesses.
ceux qui vont maintenant remettre en cause la doxa, qui voudraient que tout Palestinien et par extension tout soutien à la cause palestinienne soit devenu un antisémite, ont du souci à se faire. Question, à qui s'adresser à l'ARCOM si on pense que le CRIF attise la haine en ligne? Et si vous couplez ça au fait que la ministre Aurore Berger propose une loi avec Caroline Yadan pour pénaliser l'antisionisme, vous avez le cocktail parfait pour que plus aucune parole critique envers Israël et en soutien aux Palestiniens ne puisse être tolérée dans les médias. Dans les autres propositions, il y a la création d'un délit relatif à la destruction ou à la négation d'un État internationalement reconnu. On va dire les choses clairement, on parle d'Israël. Est-ce que c'est pas une autre façon de dire que vous souhaitez pénaliser l'antisionisme? Alors, c'est une proposition de loi que j'avais d'ailleurs portée avec Caroline Yadan. Qu'est-ce qu'on vise? On voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un seul État au monde qui est visé. Pas deux, pas trois, pas quatre, un seul. On condamne les régimes. On n'appelle pas à la destruction d'un État. Personne n'appelle à la destruction de l'Afghanistan, de la Syrie, de Bachar el-Assad à l'époque. Là, on voit qu'il y a un seul État au monde qui est concerné, qui est Israël. Et on voit bien que derrière cet appel à la destruction d'Israël, derrière ces banderoles, derrière ces slogans, c'est évidemment une nouvelle forme d'antisémitisme. Et dans le même gouvernement qu'Aurore Berger est la menteuse des crashs privés, certains commencent à voir que ça sent le roussi. Parce que depuis la tribune des 3 sionistes de gauche, dont Delphine Orvilleur, c'est bizarre, mais il y a tous les jours des retournements de veste, dont Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. C'est quand même celui qui ne voulait pas appliquer le mandat d'arrêt contre Netanyahou, et qui disait qu'Israël avait le droit de se défendre. Eh bien, écoutez ce qu'il nous dit maintenant. D'abord, je crois qu'il faut mettre des mots sur la réalité. La réalité, c'est que les Palestiniens à Gaza sont affamés, qu'ils sont assoiffés, qu'ils manquent de tout, et que la bande de Gaza est aujourd'hui au bord du chaos et de l'effondrement, de la famine. Je crois que tout le monde s'en aperçoit. On entend, y compris dans la communauté juive, des voix s'émouvoir de cette attitude incompréhensible du gouvernement israélien. Et c'est en donnant de la voix qu'on peut sans doute espérer infléchir la position du gouvernement israélien. C'est trop facile aujourd'hui de condamner la famine quand pendant des mois vous avez été les complices de ce qui a mené à cette situation. Et c'est pas avec ce genre de pirouette qu'ils arriveront à esquiver un procès si un jour il y en a un. Qui importe le conflit israélo-palestinien à votre avis? Alors si t'écoutes Karim Bouamran et d'autres, c'est LFI, c'est les Verts, c'est Médecins du Monde, Médecins sans frontières, c'est Amnesty International, c'est tous ceux qui parlent de ce qui se passe là-bas. On voit bien que cette argumentation de l'importation du conflit, elle est posée contre ceux qui parlent de ce qui se passe là-bas. Donc il faudrait faire silence. Quand tu illumines la tour Eiffel aux couleurs d'Israël et que tu illumines pas pour les Palestiniens, quand tu illumines les colonnes de l'Assemblée nationale aux couleurs israéliennes mais jamais pour les Palestiniens, quand tu mets les drapeaux d'Israël sur les fenêtres de ta mairie, est-ce que c'est pas une façon d'importer le conflit? Le monde entier a vu la complicité des médias et des politiques et l'apathie de nos élites. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui les représentants d'Israël, quel que soit le domaine, sont hués partout où ils vont. À Bâle, la candidate d'Israël à l'Eurovision a été accueillie par des drapeaux palestiniens. Israël est représenté cette année par Yuval Raphael, une survivante de l'attaque du 7 octobre 2023 contre le festival de musique Tribe of Nova. Depuis des années, Israël peut toujours utiliser l'Eurovision comme plateforme pour faire de la propagande. Et c'est aussi scandaleux que la ville de Bâle, par exemple, elle fait rien. Elle ne s'est jamais prononcée contre ce génocide. Le 6 mai 2025, 72 ex-candidats de l'Eurovision ont également signé une lettre ouverte pour demander l'exclusion de la télévision israélienne Cannes. Ils l'accusent d'être complice d'un régime d'apartheid et d'une occupation militaire en cours depuis plusieurs décennies contre le peuple palestinien. L'édition 2024 en Suède avait déjà fait l'objet d'appels au boycott contre Israël, sans succès. Elle avait pourtant exclu la Russie dès le lendemain de son invasion de l'Ukraine en 2022. Bref, pour finir, je vous en parlais il y a quelques jours, Absatoussi s'est fait agresser devant ses enfants par un zémouriste, accompagné du directeur général de l'amicale de la police nationale, avec des propos racistes, etc. En bref, il n'acceptait pas qu'une noire ait pu porter plainte contre son gourou Zemmour et en plus gagner son procès. Ce sont des faits assez graves. Et bien à l'heure actuelle, elle a eu droit seulement à une seule apparition télé pour en parler. Jeudi, je suis avec mes enfants 5 ans et 8 ans dans au jardin d'acclimatation, un parc d'attractions dédié aux enfants. Et je suis en train de discuter avec mes enfants, j'ai des témoins avec moi, des amis avec moi, et un individu se retourne devant mes enfants et me dit, il y a Corinne. Corinne qui est en réalité un moyen de me harceler puisque c'est le prénom qui m'a été attribué par l'extrême droite d'Éric Zemmour. Vous avez intimé de changer de nom de changer de prénom et
d'utiliser ce prénom-là. Il me dit, si je t'appelle Corinne, ça fait quoi? Je dis, ça fait que c'est pas mon prénom et que je vais devoir expliquer à mes enfants ce que j'ai subi et ce que j'ai vécu, ce qui n'est pas l'objectif aujourd'hui. On est au milieu d'un parc d'attractions. Tu es avec tes enfants, je suis avec mes enfants. Arrêtons là. Et là, il va continuer sur à peu près 300-400 mètres, c'est assez long, m'expliquer que j'ai eu tort d'attaquer Éric Zemmour, qu'il est un fervent soutien d'Éric Zemmour, que c'est normal que je reçoive de la merde. Et je lui dis, mais ça, c'est ton problème, ça a été jugé au tribunal, on va pas refaire le procès devant les enfants. Est-ce que tu peux arrêter ce que tu es en train de faire? Et il va continuer. Et il va aller jusqu'à m'expliquer que je me positionne en victime, que le procès que j'ai fait était une honte. Et là vont se suivre des insultes insupportables pendant à peu près 300 à 400 mètres jusqu'à ce qu'un agent de sécurité du jardin d'acclimatation voit qu'on se livre à une sorte de bousculade de corps à corps. Je suis quand même une femme. Donc c'est devenu presque physique. Ah non, c'était physique. C'était physique. Et puis à un moment, moi, je lui ai dit, vous ne vous en sortirez pas comme ça cette fois. Je vais vous prendre en photo et je vais vous dénoncer à la police. Et là, un individu d'une violence inouïe me bouscule. Donc, me frappe au poignet, tente d'arracher mon téléphone, va me répéter 20 fois devant mes enfants d'aller me laver, crie, demande mon adresse pour venir chez moi, ça a été filmé et diffusé. Il répète à plusieurs reprises, on va venir chez toi, parce que je lui dis, mais si j'avais été avec des hommes, vous n'auriez pas eu ce comportement. En 2h30, on a retrouvé les individus. L'un d'entre eux est le directeur général de l'amicale de la police nationale, pris en photo avec notre ministre de l'Intérieur. Il travaille au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a frappé sur mon poignet, a tenté de m'arracher la main, m'a intimé d'aller me laver. La question que je me pose encore une fois, comme pour le meurtre d'Aboubacar dans une mosquée, c'est où est Bruno? Où est Bruno Retailleau? Parce que c'est le ministre de l'Intérieur, il me semble, et là on parle d'un policier. Mais Bruno, encore une fois, comme pour Aboubacar, il était occupé, il avait meeting. Alors des coups, les amis, j'en ai reçu. J'en ai reçu de toutes parts, de tous les côtés. J'en ai rendu quelques-uns. Mais les coups que j'ai rendus, je les ai destinés uniquement à nos adversaires. À nos adversaires, les insoumis, la gauche, mélenchonisée. Il s'agit quand même du ministre de l'Intérieur, celui qui est censé assurer la sécurité des Français et organiser les élections. Y a pas un problème là? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager, c'est important. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, c'est encore plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas on est ensemble, ciao.